Alors, mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête avec l'audition de Madame Claire Hédon, défenseur des droits, et de Monsieur Didier Lefebvre, chef de pôle régional La Réunion-Mayotte pour la défense des droits. Monsieur Lefebvre est en visioconférence. Vous nous entendez, Monsieur Lefebvre? Très bien, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour à vous aussi et bienvenue. Merci. Madame, Monsieur, je vous rappelle que notre commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe communiste républicain citoyen écologique et Kanaki. Elle a débuté ses travaux le 27 janvier dernier et ma collègue Evelyne Corbière-Namazo en est la rapporteure. Nos auditions ont débuté le 12 février. L'objet de nos travaux est de comprendre la persistance, voire l'accroissement des inégalités dans les Outre-mer, notamment en matière de formation, d'emploi, de revenus et de partage de la richesse. Nous souhaitons saisir les causes profondes de ces inégalités économiques et sociales, à la fois entre les territoires ultramarins et la France hexagonale, mais aussi au sein des sociétés ultramarines. L'activité et les travaux de défense des droits ont alerté sur la situation des Outre-mer à plusieurs reprises. Au cours des dernières années, en 2024, vous avez notamment souligné une banalisation des atteintes aux droits dans les Outre-mer. En 2023, vous avez aussi pointé la situation particulière des femmes ou des droits des enfants. Nous sommes évidemment intéressés par vos constats, mais surtout sur votre analyse des causes profondes de cette situation. Est-elle le produit d'inégalités systémiques? Votre avis sur le choix de ce qualificatif sera aussi intéressant. Nous souhaiterions aussi connaître les indicateurs qui vous conduisent à ce diagnostic inquiétant. Nous souhaiterions aussi connaître votre lecture des mécanismes de discrimination à l'œuvre outre-mer. Enfin, nous sommes évidemment très intéressés par vos propositions prioritaires de réforme, ainsi que votre retour sur des exemples de politiques publiques ayant réussi et les raisons de leur succès. Je précise qu'un questionnaire indicatif vous a été transmis en amont afin de mieux cerner nos premières interrogations. Alors, je souhaite maintenant vous rappeler que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible de peine prévue aux articles 334-13, 334-14 et 334-15 du Code pénal. Madame Hédon, je vous invite maintenant à prêter serment, dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Monsieur Lefebvre, je vous invite maintenant à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, madame, monsieur, vous pourriez faire une brève présentation liminaire de 10 minutes maximum, après laquelle je céderai la parole à madame la rapporteure, puis à mesdames et messieurs les commissaires pour vous poser des questions. Donc, nous vous écoutons. Madame Hédon, si vous voulez commencer. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Je suis accompagnée, vous l'avez dit, donc à distance de Didier Lefebvre, que vous connaissez, Madame la rapporteure, mais également à côté de moi, Judith Vaillé, qui est la chef du pôle Justice et Liberté au sein du Défenseur des droits. C'est en fait de ce pôle qui est partie une partie des décisions sur Mayotte dont nous parlerons. Mariam Chadli, à ma gauche, qui est conseillère auprès du secrétariat général du Défenseur des droits, qui a plus particulièrement travaillé sur le rapport sur l'accès aux droits aux Antilles, et Antoine Touron, qui est mon conseiller parlementaire. Un mot juste sur l'institution du Défenseur des droits et nos 5 domaines de compétences, parce qu'en fait, on va beaucoup parler de la difficulté d'accès aux services publics, qui est de fait dans les réclamations du Défenseur des droits, plus de 90% de nos réclamations, et particulièrement sur les Outre-mer, je pourrais presque dire que c'est 95% de nos réclamations. Et vous savez que les autres domaines de compétences sont la lutte contre les discriminations, vous l'avez cité, la protection des droits des enfants. Nous sommes également l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité, et enfin protection et orientation des lanceurs d'alerte. Vous savez bien que l'institution est inscrite dans la Constitution, et un point important de la loi de 2011, parce
parce que vous l'avez en fait déjà évoqué, c'est qu'elle nous donne 2 missions. Protéger les droits, donc traiter les réclamations dans notre domaine de compétences, mais aussi promouvoir les droits et les libertés. C'est bien que le législateur a pensé dès le début qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien pour dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. Et vous l'avez bien dit, c'est à ce titre-là aussi que vous voulez nous entendre sur les propositions de réforme. Juste quelques chiffres pour commencer sur nos réclamations. En 2025, on a enregistré 2816 réclamations provenant des territoires ultramarins. Si je vous le détaille, 755 pour Mayotte avec 5 délégués territoriaux sur place, 692 pour la Réunion avec 6 délégués sur place, 580 pour la Guadeloupe avec 7 délégués sur place, 331 pour la Martinique avec 6 délégués sur place, 433 pour la Guyane avec 7 délégués sur place, 13 pour la Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas de délégués sur place, et 12 pour la Polynésie française, et nous avons un délégué sur place. 80% des réclamations que nous recevons dans l'institution sont traitées par la médiation. C'est notre mode le plus important d'intervention. Cette médiation, elle aboutit dans les 3/4 des cas. Et vous savez aussi la particularité de l'institution, c'est qu'elle s'appuie sur un réseau de 650 délégués territoriaux qui sont des bénévoles et 260 agents, majoritairement au siège, sauf nos chefs de pôle régionaux et leurs chargés de mission, qui, comme leur nom l'indique, sont répartis sur le territoire. Et Didier Lefebvre en étant un. Et nous avons des chefs de pôle. Donc, il y a Didier pour Réunion Mayotte, et nous avons une autre chef de pôle qui est basée en Guadeloupe, qui couvre Guadeloupe, Martinique et la Guyane. À terme, évidemment, il en faudrait dans chacun des départements d'outre-mer. On est tout à fait d'accord, mais on est confronté aussi à des problèmes de moyens pour réussir à couvrir mieux l'ensemble du territoire. Je me suis moi-même rendue dans les territoires ultramarins et mes équipes aussi. Je vous fais un petit récapitulatif. J'ai été en Guadeloupe et Martinique en mars 2023, justement à l'occasion de la sortie de notre rapport que vous avez sur service public aux Antilles, garantir l'accès aux droits. Je suis également rendue à Mayotte et à La Réunion en novembre 2023, en Guyane en mai 2025. Une délégation de juristes s'était rendue à Mayotte au printemps 2023 afin d'observer les conditions dans lesquelles se déroulait l'opération dite Wambushu. Et cette délégation avait rencontré des acteurs institutionnels et associatifs du département, visité 7 bidonvilles, dont un avec les forces de l'ordre et les travailleurs sociaux, ainsi que l'ensemble des lieux de rétention des étrangers, y compris dans le cadre de visites inopinées. Mon directeur de l'action territoriale s'est également rendu à Mayotte en avril 2025. Et évidemment, lors de ces déplacements, nous avons rencontré des habitants ainsi que les acteurs institutionnels. À partir de ces constats, vous l'avez dit, nous avons publié plusieurs travaux, dont ce rapport sur service public aux Antilles, garantir l'accès aux droits, et puis évidemment des décisions régulières. Et s'agissant de Mayotte, on a rendu 5 décisions sur la scolarisation des enfants, l'évacuation et la destruction de quartiers d'habitat informel, sur la gestion de la crise de l'eau, sur l'accès et le fonctionnement des services de l'état civil et de la nationalité, et sur l'accès aux services publics de la justice. En matière de droit des étrangers, les instructions sont actuellement en cours et concernent notamment l'asile et l'éloignement. Et mon institution intervient régulièrement dans le cadre de réclamations individuelles en présentant aussi des observations devant les juridictions saisies par les réclamants. Puisque je vous ai dit, notre mode d'intervention principal, il est la médiation, mais la médiation n'est pas toujours possible. Et dans ces cas-là, nous rendons des décisions portant recommandation. Nous ne sommes pas la justice, nous n'avons pas de pouvoir de contrainte, mais nous avons de forts pouvoirs d'enquête et nous avons la possibilité de faire des observations devant les tribunaux. Et à ce titre-là, je tiens à vous dire qu'on est suivi dans plus de 80% des cas par les tribunaux. Et quand on n'est pas suivi, c'est parfois qu'on veut faire aussi évoluer la jurisprudence, et on en a eu des exemples récents. Ce que j'observe, c'est que les difficultés d'accès aux droits, d'abord, touchent l'ensemble du territoire français. Et elles se révèlent évidemment plus marquées dans les territoires, pour les usagers des territoires ultramarins. Et j'ai aussi, et je tiens à le dire, pu observer sur place des initiatives locales remarquables. C'est-à-dire, on voit ce qui dysfonctionne, mais on voit aussi, on n'a pas vocation à faire des rapports sur l'état des lieux global, mais plutôt sur les difficultés. Mais on voit des initiatives intéressantes. Je voudrais vous signaler celle en Guyane, à Camopi, puisque je m'y suis rendue. Vous avez une pirogue France Service qui illustre cette mobilisation. Elle permet d'apporter une présence administrative et juridique dans des zones désenclavées. Tous les 2-3 mois,
pendant une semaine, les différents services publics sont à bord de cette pirogue et ce sont des représentants de ces services publics, pour le coup directement. Donc, qui ont accès au dossier. Et on a nos délégués territoriales qui accompagnent cette pirogue France Service. Et je redis, notre institution, elle n'a pas vocation à conduire une évaluation technique de l'ensemble des politiques publiques, plutôt de montrer ce qui ne va pas. Et ce que nous recommandons, ça ne nous empêche pas de remarquer ce qui fonctionne bien. Vous m'interrogez également sur l'action de l'État ces dernières années dans les territoires ultramarins. Vient-elle en réaction à des crises successives ? Je pense évidemment à celle du passage du cyclone Chido à Mayotte. En tout cas, l'adoption par le Parlement l'an dernier de projets de loi d'urgence pour Mayotte et pour la refondation de Mayotte en sont l'illustration. J'ai également noté que pas moins de 4 projets ou propositions de loi ont été déposés au Parlement depuis 2024 sur la seule question de la vie chère en Outre-mer. Cependant, là-dessus, le débat n'est pas encore terminé. En effet, si le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer a été adopté par le Sénat le 29 octobre, il reste toujours dans l'attente d'inscription à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et je pense que vous en avez tout à fait conscience. Je vais vous développer principalement 2 points. Donc, d'abord, les Antilles, assez rapidement sur ce qu'on a pu observer. D'abord, les difficultés auxquelles les Antillais sont confrontés en matière d'accès à l'eau. Et d'accès à la gestion et de gestion des déchets ménagers. On parle beaucoup de l'eau à Mayotte. On a, vous le savez bien, aussi des difficultés aux Antilles. On est régulièrement saisi de réclamations concernant l'accès à l'eau potable en Guadeloupe. Et la situation est particulièrement alarmante avec un réseau vétuste, insuffisamment entretenu depuis des années, des pertes d'eau considérables, jusqu'à 60%, des canalisations qui cèdent, des coupures fréquentes. Dans certaines communes, l'alimentation se fait par tour d'eau et dans les quartiers en hauteur, l'eau n'arrive parfois pas du tout. Et concrètement, les familles sont obligées d'organiser leur quotidien autour de ces coupures d'eau, justement. Des écoles et des établissements de santé en sont perturbés et les habitants installent des citernes ou achètent chaque jour de l'eau en bouteille. Quant à l'eau du robinet, elle peut parfois être impropre à la consommation. Des contrôles sanitaires sont exercés, certes, mais les délais d'analyse retardent la communication des résultats. En Martinique, les difficultés sont moins graves, mais les infrastructures sont aussi vieillissantes. Elles provoquent des coupures, notamment en période de sécheresse, et des disparités tarifaires sont également constatées sur l'île, ce qui induit très clairement une rupture d'égalité entre les usagers. En Guadeloupe, la gouvernance longtemps fragmentée du service de l'eau a aggravé les dysfonctionnements. La création du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe en 2021 a marqué une volonté de reprise en main. Mais cette nouvelle structure doit faire face à un héritage lourd. Et c'est d'ailleurs ce que nous constatons dans nos réclamations. Les usagers dénoncent régulièrement des factures qui sont incohérentes, des compteurs défectueux ou inexistants et évidemment, vous le savez, un prix de l'eau plus élevé que dans l'Hexagone. Des engagements ont été pris par l'État et les collectivités pour soutenir la remise à niveau du réseau. Ces avancées sont importantes, nous les saluons, mais au-delà des infrastructures, l'enjeu est aussi celui de la restauration de la confiance entre les usagers et les collectivités. Car derrière ces chiffres et ces réformes, il y a une réalité très simple. L'accès à l'eau potable de qualité reste pour une partie de nos concitoyens une préoccupation quotidienne et cela ne peut plus être considéré comme une situation acceptable. Ensuite, je voudrais venir de manière plus générale à l'accès aux services publics pour réaliser des démarches administratives qui restent très fortement entravées aux Antilles. Dans notre enquête Accès au droit qui a été publiée en octobre 2025, qui porte sur les relations des usagers avec les services publics, qui pour le coup a été menée dans l'Hexagone, mais je voulais vous donner quelques chiffres. 6 personnes sur 10 disent être en difficulté avec les démarches administratives. C'était 4 sur 10 en 2016, donc on a une aggravation. Plus d'1 sur 2 dit être en difficulté pour faire des démarches numérisées seules. On est bien au-delà des publics précaires, âgés, ou étrangers, et là-dessus, 1 personne sur 4 abandonne ou ne fait pas des démarches pour un droit auquel elle pourrait avoir accès face à cette complexité. Et la situation est sans aucun doute comparable en Outre-mer et même, à mon avis, plutôt aggravée. Évidemment que les publics les plus vulnérables sont les premiers concernés. Des difficultés à joindre l'administration, une multiplication des interlocuteurs, la complexité du langage administratif, des barrières linguistiques et l'absence de réponses, ou en tout cas des réponses inadaptées. Et la méconnaissance des compétences respectives des administrations contribue également à ce non-recours.
Trop souvent, les personnes éligibles à des prestations sociales se retrouvent sans ressources, parfois parce qu'une administration n'a pas délivré le justificatif exigé par une autre et se renvoie entre guillemets la balle, et parce que les services aussi se renvoient les responsabilités. Et dans un contexte qui est marqué par une forte précarité, un taux élevé d'illettrisme et du coup aussi d'électronisme et une pratique courante du créole aux côtés du français. Alors certaines initiatives vont pourtant dans le bon sens. Je pense à la CAF de Martinique qui privilégie par exemple l'envoi de SMS plutôt que de courrier papier pour mieux atteindre les usagers. Et enfin, la dématérialisation des démarches administratives constitue sans aucun doute un facteur de simplification pour une majorité des usagers, mais ça ne peut pas être le seul canal d'entrée dans les services publics. Ce point-là est vraiment très important. La question n'est pas d'avoir dématérialisé les démarches, c'est d'en faire la seule porte d'entrée qui était un problème. Aux Antilles, la couverture en haut débit reste insuffisante dans certaines zones. Le coût des abonnements est aussi un obstacle. Une offre groupée d'Internet, de télévision et de téléphonie s'élevait en 2023 à 54 € par mois en moyenne, contre 30 € dans l'Hexagone. Et plus préoccupant encore, aucun opérateur n'a été désigné pour garantir un service universel à tarif abordable pour les personnes aux revenus modestes, comme le prévoient pourtant les textes. L'offre sociale existante ne bénéficie qu'aux usagers de l'Hexagone, excluant les territoires ultramarins. Ensuite, comme les autres services publics, la justice n'échappe pas aux difficultés. L'accessibilité des juridictions est entravée évidemment par les difficultés de déplacement. Je pense à certaines îles de l'archipel guadeloupéenne telles que les Saintes, la Désirade ou Marie-Galante ne disposent d'aucun accès direct aux services publics de la justice. Des dispositifs de proximité ont pourtant été développés. Des points justice au sein des espaces France Service, le Justibus, des audiences foraines aussi ont été organisées par des magistrats et aussi la présence d'associations d'aide aux victimes. Ces initiatives sont précieuses, toutefois la question des moyens reste centrale. Les juridictions, et vous le savez, font face à un manque d'effectifs de magistrats et de greffiers, un absentéisme aussi important, à des difficultés techniques liées aux aléas climatiques et aux mises à jour informatiques programmées aux horaires hexagonaux. Plusieurs acteurs que nous avons rencontrés ont également souligné que les magistrats affectés aux Antilles sont mal préparés aux spécificités sociales, économiques et culturelles de ces territoires. La brièveté aussi des affectations ne favorise ni l'ancrage ni la compréhension des réalités locales. Les difficultés d'accès aussi aux avocats en raison du coût et des déplacements fragilisent également l'exercice des droits de la défense. La rémunération de l'aide juridictionnelle n'est pas adaptée aux réalités locales. Et enfin, la non-exécution de certaines décisions de justice administrative par l'administration elle-même porte atteinte à l'autorité du juge et fragilise l'état de droit. Juste une parenthèse, ça a été l'objet de notre colloque sur l'ensemble du territoire français au Conseil d'État le 6 février, Conseil d'État, Cour de cassation et nous, sur la question de l'effectivité du droit, à la fois les difficultés d'accès au droit sur l'ensemble du territoire et la non-exécution d'un certain nombre de décisions de justice, donc une difficulté qu'on n'observe pas simplement outre-mer, mais qu'on peut observer aussi sur le territoire hexagonal. J'aimerais aussi ajouter qu'aux Antilles, de nombreux obstacles continuent d'entraver l'exercice du droit fondamental à l'éducation. De multiples circonstances conduisent à des fermetures récurrentes de classes, des événements cycloniques, des émanations toxiques provenant des sargasses, la présence de nuisibles résultant de l'absence de ramassage des ordures, des difficultés d'accès à l'eau. Vous savez que mon institution est chargée de veiller à la bonne application de la CID, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et évidemment, à ce titre, je m'inquiète de cette situation aux Antilles. Ces perturbations plongent les élèves et leurs familles dans une incertitude permanente quant à la continuité de la scolarité. Le transport scolaire est aussi un défi, puisqu'il est assuré par les réseaux des transports en commun, alors qu'ils sont souvent inexistants ou défaillants sur le territoire. Des horaires aussi qui sont particulièrement inadaptés sont imposés aux élèves. Certains sont même contraints de rejoindre leur collège ou leur lycée en faisant du stop. Ensuite, les travaux et auditions que nous avons menés auprès des autorités académiques de Guadeloupe et de Martinique montrent que le nombre d'AESH alloués n'est pas forcément toujours suffisamment satisfaisant. On l'observe sur l'ensemble du territoire.
Mais la précarité du statut de ces agents contractuels de l'État est un frein majeur à leur intégration dans un collectif professionnel. Et par ailleurs, les notifications des MDPH, lorsqu'elles interviennent en cours d'année scolaire, sont souvent peu appliquées, car les moyens alloués au recrutement des AESH sont arrêtés en début d'année scolaire. C'est la même chose sur l'ensemble du territoire, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas logique. Je voudrais juste aussi dire un mot sur la question des mères seules ou isolées. Aux Antilles, la situation des femmes appelle une vigilance particulière. Près de 40% des familles sont monoparentales et dans 90% des cas, il s'agit évidemment de mères seules pour assumer la charge des enfants. Et ces femmes sont plus exposées au chômage, au temps partiel, aux inégalités salariales. La question des violences me préoccupe également. Les structures d'hébergement d'urgence restent insuffisantes pour mettre à l'abri les femmes en danger. Les dispositifs de protection comme le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement sont difficiles à déployer en raison de l'insularité, de la proximité des lieux de vie entre victimes et auteurs. Et face à ces constats, je recommande d'augmenter le nombre de places d'hébergement et de renforcer les dispositifs de protection et d'accompagnement. Enfin, évidemment, j'observe qu'en matière d'accès à la santé, les Antilles connaissent une forte dépendance vis-à-vis de l'Hexagone en raison de leur éloignement géographique. La Guadeloupe et la Martinique souffrent d'un déficit de médecins, surtout de spécialistes, et la répartition des professionnels de santé y est très inégale. Certaines zones s'apparentent à de véritables déserts médicaux, et l'insularité accentue ces difficultés. Contrairement à l'Hexagone, où l'on peut envisager un recours aux départements voisins lorsqu'un département est sous-doté, évidemment là, les possibilités d'alternatives sont très limitées et nettement plus compliquées. À ces contraintes s'ajoutent de fortes congestions des axes routiers, les dysfonctionnements des transports publics qui desservent insuffisamment les principaux établissements de santé. Et ces facteurs combinés réduisent considérablement l'accès aux soins, engendrent des renoncements aux soins ou en tout cas des retards de prise en charge. Dans un territoire où près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, les dispositifs garantissant un accès effectif aux soins pour tous sont absolument primordiaux. J'en viens à la situation à Mayotte. Je voudrais rentrer plus en détail sur les difficultés rencontrées par les Mahorais en vous présentant les décisions que nous avons rendues en 2025. D'abord, en matière d'état civil et de nationalité, de nombreux dysfonctionnements entravent l'accès aux droits les plus élémentaires. Nous avons observé des difficultés dans la délivrance des copies d'actes de naissance, dans l'enregistrement des déclarations de naissance, dans l'obtention de titres d'identité pour les enfants nés à Mayotte. Les certificats délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides connaissent également des délais excessifs. En matière de nationalité française, les dysfonctionnements sont nombreux. Un manque de moyens humains à la préfecture, des retards considérables, des difficultés à simplement obtenir un récépissé au moment du dépôt du dossier et un ajout de conditions non prévues par les textes. Et ces dysfonctionnements touchent particulièrement les enfants nés et résidant à Mayotte qui peinent à faire reconnaître leur nationalité française en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Ça m'amène également à exprimer mes préoccupations concernant les difficultés que rencontrent les jeunes enfants à Mayotte en matière de scolarisation. Depuis de nombreuses années, de grandes difficultés en matière de scolarisation sont signalées sur le territoire mahorais. Des milliers d'enfants ne sont pas scolarisés, y compris lorsque l'instruction y est obligatoire. Et parmi ceux qui le sont, beaucoup suivent une scolarité dégradée. Nous avons également relevé des pratiques discriminatoires dans les procédures d'inscription scolaire, qui touchent particulièrement les enfants de parents étrangers et les enfants vivant en grande précarité, ou en tout cas dans un habitat informel. Ces situations constituent des atteintes graves au droit à l'éducation, une rupture du principe d'égalité devant le service public et une discrimination qui est prohibée par la loi. Les retards accumulés dans la construction et la rénovation des établissements scolaires exacerbent ces inégalités. Le manque de place dans le second degré, notamment pour les élèves allophones nouvellement arrivés et pour les jeunes en formation professionnelle, accentue encore les difficultés. Les enfants en situation de handicap sont quant à eux particulièrement invisibilisés dans l'accès à une scolarisation adaptée. Or, quelle que soit leur nationalité, leur situation administrative ou les conditions de vie de leurs parents, les enfants vivant à Mayotte ont les mêmes droits que ceux vivant dans l'Hexagone. Ensuite, j'aimerais parler brièvement du dysfonctionnement du service public de la justice à Mayotte, qui sont aujourd'hui profonds et structurels.
D'abord, les structures d'aide à l'accès aux droits fonctionnent de manière très limitée. Les permanences sont rares, peu visibles, parfois ouvertes seulement quelques heures par semaine. Le manque de personnel et d'informations fiables éloigne les justiciables du droit au lieu de les en rapprocher. L'accès à l'aide juridictionnelle constitue un obstacle majeur. Sans elle, saisir la justice est souvent impossible. Or, la procédure dématérialisée est inadaptée à un territoire où l'accès à Internet n'est pas assuré. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ouvre que 2 matinées par semaine. Les dossiers incomplets sont parfois refusés. Les notifications n'arrivent pas toujours. Les justificatifs exigés sont difficiles à produire dans un contexte de grande précarité et d'habitat informel. À ces difficultés administratives s'ajoute une fois encore un manque de moyens humains. Le barreau de Mayotte compte seulement 25 avocats pour plus de 300 000 habitants. Les délais de désignation sont longs, certains contentieux essentiels sont peu couverts et l'assistance effective lors de garde à vue ou des audiences n'est pas toujours garantie. Le tribunal judiciaire souffre également d'un déficit de magistrats et de greffiers et cette instabilité favorise des procédures accélérées, entraîne aussi des reports, voire des annulations d'audience. La question linguistique aggrave encore la situation. Une grande partie de la population ne maîtrise pas pleinement le français, et alors que les interprètes sont toujours en nombre insuffisant. Lorsque nous avons rendu notre décision, seuls 2 postes d'interprètes étaient pourvus pour répondre aux besoins du territoire. Dans un courrier adressé à nos services, la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou a indiqué que ce nombre avait été porté à 5 depuis, ce qui lui semble suffisant. Elle nous a aussi précisé qu'il était toujours possible de faire appel à des interprètes non salariés, notamment pour les langues les plus rares. Et ensuite, le nombre d'experts judiciaires, je pense notamment médicaux et psychiatriques, est très limité, ce qui rallonge aussi les délais des procédures judiciaires et fragilise la qualité des expertises. La représentation des mineurs pose également des difficultés majeures. Les administrateurs ad hoc sont quasiment inexistants, alors même que Mayotte compte une population très jeune et de nombreux enfants isolés. Et enfin, les services de la protection judiciaire de la jeunesse manquent également d'éducateurs, même si les effectifs, selon le ministère de la Justice, sont en constante augmentation depuis 2022. En tout état de cause, l'important turnover de ces éducateurs impacte nécessairement la qualité de la prise en charge des mineurs. Concernant la question du logement, et plus particulièrement, j'en viens à la fin de mon intervention, et de l'habitat informel, nous avons ensuite constaté des atteintes fréquentes aux droits. Depuis 2018, à Mayotte et en Guyane, il y a un dispositif dérogatoire qui permet aux préfets de ces territoires d'évacuer et de démolir les quartiers d'habitat informel. Si des garanties sont prévues, notamment l'obligation de proposer un relogement ou un hébergement adapté pour chaque habitant, nos saisines ont révélé des atteintes fréquentes aux droits des occupants. Tout d'abord, de nombreuses insuffisances ont été relevées dans la procédure d'évaluation, d'accompagnement, d'orientation des occupants des habitats informels vers des hébergements ou logements adaptés. Et ensuite, le parc d'hébergements et de logements sont saturés, ça vous le savez bien. Et j'ai recommandé à la préfecture d'améliorer le fonctionnement de l'évaluation sociale préalable à l'évacuation, d'ouvrir de nouvelles places d'hébergement et de garantir dans l'ensemble des structures d'hébergement le droit pour les personnes accueillies de demeurer jusqu'à ce qu'une orientation leur soit proposée. Pour conclure, je tiens à rappeler que c'est la 2e fois en quelques mois que je suis interrogée sur la situation dans les territoires ultramarins. Lors de mon intervention à la commission d'enquête sur la justice ultramarine à l'Assemblée nationale, j'avais déjà dressé des constats similaires. Les droits ne peuvent se limiter à de simples déclarations, ils doivent prendre corps dans le quotidien des usagers. Les inégalités auxquelles sont confrontés ces habitants peuvent être qualifiées de systémiques, ne serait-ce qu'au regard de l'histoire particulière des territoires ultramarins. Mais nous ne pouvons pas nous y résigner. Il nous appartient d'agir pour que le droit n'oublie personne et pour combler le gap entre le droit annoncé et son effectivité. Je vous remercie. Je vous remercie pour ces propos. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Didier Lefebvre, si vous le voulez bien. Merci à vous. Merci. Peut-être pour compléter, peut-être pour présenter l'action sur le terrain à La Réunion et à Mayotte notamment. Peut-être ce que je vais faire, c'est vous présenter l'organisation du défenseur des droits à La Réunion et à Mayotte, et puis vous présenter les différentes typologies des réclamations. Comme vous le savez, comme ça a été dit précédemment par Madame la défenseur, ce sont des départements très différents avec des réclamations qui ne se ressemblent pas beaucoup. Donc peut-être faire un point à ce sujet et puis de dire comment si on intervient sur le volet
de la promotion des droits. Alors peut-être pour revenir sur l'organisation du Défenseur des droits, l'équipe à La Réunion et à Mayotte, donc on fonctionne avec 6 délégués à La Réunion qui sont installés dans des permanences qui sont, la plupart des cas, en majorité des cas, dans les points de justice de l'île, donc à Saint-Paul, au Port, à la Possession, au Tampon, à Sainte-Marie, et qui interviennent également dans les lieux de détention, donc au centre pénitentiaire de Saint-Denis, ainsi que au Port et à Saint-Pierre. Donc c'est important de dire que les 4 zones de l'île sont bien couvertes et sont accessibles au public des bas et des hauts. Voilà. Donc c'est 6 délégués qui interviennent donc dans les points de justice ou les maisons France Service de l'île. Donc sur la typologie des réclamations, comme l'a dit Madame la défenseure, on est à 80% saisis sur des questions de différends entre les usagers et les services publics. Ça peut être un différend avec la CAF, la Caisse de sécurité sociale, France Travail, les impôts. Donc, et comme on travaille en réseau avec ces différentes administrations, on a été vraiment à la tête de cette création d'un réseau des médiateurs. C'est vrai que ça facilite énormément le dialogue entre les délégués et ces administrations pour trouver des solutions en médiation. Hein, donc, comme il a été dit précédemment, c'est entre 75 et 80% des réclamations à La Réunion sur cette thématique-là qui sont réglées par la voie amiable. Mais donc on est aussi bien identifié sur la question des discriminations, à la fois sur les saisines individuelles, mais aussi, comme on le verra, sur la question de la promotion et aussi de l'éducation au droit. Donc on est saisi, et c'est quand même relativement stable, on a entre 100 et 130 saisines qui concernent les discriminations à La Réunion. Alors, quand on dit discrimination, c'est d'abord et avant tout en emploi. 50% emploi public, emploi privé. Et c'est d'abord dans l'emploi. Hein, ce sont des personnes qui s'estiment être victimes de discrimination dans leur emploi. Hein, c'est-à-dire qu'ils estiment par exemple qu'on est notamment et principalement saisi sur des questions liées au handicap. Ce sont des personnes qui estiment que leur poste n'est pas aménagé en fonction de leur handicap. Sur ces situations, on pourra intervenir assez activement et assez rapidement sous forme de médiation. On est aussi beaucoup saisi sur des questions liées à la situation de famille, l'état de grossesse et retour de congé parental où la personne ne va pas retrouver son poste. Donc, il y a un certain nombre de décisions et d'observations en justice sur cette question-là. On est aussi de plus en plus saisi sur les questions de harcèlement sexuel en emploi. Ce sont des personnes qui viennent vers le défenseur des droits parce que donc elles ont alerté sur cette situation, elles ont été témoins ou elles ont été victimes de ces comportements et elles ont pu subir des représailles par la suite à cette dénonciation de ces faits. Notamment, elles pourront avoir subi des sanctions ou même des licenciements pour propos mensongers. Donc, on a produit un certain nombre de décisions et donc d'observations devant les juridictions prud'homales à ce sujet. Hein. C'est important de dire que l'expertise du défenseur des droits est est bien reconnue, puisque la plupart des décisions juridictionnelles vont adopter le même argumentaire, la même décision que celle du défenseur des droits. Donc ça, c'est vrai que on est plutôt bien identifié à la fois par le public, on peut toujours l'être mieux, mais par les différentes institutions, les syndicats, les avocats, qui fait que lorsqu'une personne va se plaindre d'une discrimination, elle va relativement rapidement être orientée vers le défenseur des droits pour être défendue. Là, sur le volet des discriminations, on est aussi beaucoup saisi sur des questions liées aux opinions politiques. Hein, donc, on a pas mal de dossiers à ce sujet ou liés à l'origine. On a quelques situations notamment qui concernent des refus d'accès aux soins d'enfants originaires de Mayotte, pour lesquels le défenseur des droits a pris des décisions également, des décisions disciplinaires. Et là, on est confronté aussi à ce qu'on peut trouver à Mayotte, c'est-à-dire des refus d'inscription
d'enfants originaires de Mayotte par des communes de l'île. Donc, certaines situations ont pu être réglées par la voie amiable, mais il y a certaines situations qui font l'objet de décisions du défenseur. Donc, c'est relativement nouveau. Donc, ces situations voilà, pour lesquelles on a pu intervenir auprès de certaines communes pour permettre à ces enfants d'être inscrits. Voilà, donc ça, c'est beaucoup de situations de discrimination en emploi. Et quand je dis le chiffre de saisine du défenseur à La Réunion, il est assez stable, environ 130-150 réclamations par an. Sur la question des droits de l'enfant, on est un peu moins saisi, mais beaucoup sur des questions de difficultés de mise en place des AESH, des aides humaines pour les enfants handicapés, pour des questions de refus à la cantine d'enfants porteurs de handicap ou allergiques, voilà, ou des questions de violence subies par les enfants, soit à l'école, par des camarades ou par le personnel, ou soit subies à la maison, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des situations qui font aussi beaucoup l'objet de réclamations du défenseur. Concernant maintenant Mayotte, alors peut-être avant de parler de Mayotte, sur les actions de promotion et des droits, on est beaucoup sollicité à La Réunion pour intervenir sur la question de la formation, de l'information, de la sensibilisation aux droits, à la discrimination en général, et plus particulièrement sur la question du handicap, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'aménagement raisonnable, quelles sont les obligations de l'employeur à ce sujet, sur les questions du harcèlement sexuel également, parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est une question qui a tendance à revenir de plus en plus. Et le défenseur a le droit d'être saisi de plus en plus sur ces questions-là. Donc, on est beaucoup interpellé et pour intervenir auprès des employeurs publics, privés, mais aussi sur la question des discriminations. On a, comme vous le savez, le programme des JAD, Jeunes Ambassadeurs des droits auprès des enfants, qui est très important, qui existe à La Réunion depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, et qui permet donc à des jeunes en service civique d'intervenir auprès des enfants, élèves des collèges, écoles, lycées et étudiants aussi, de mettre en place des animations sur les discriminations et sur les droits de l'enfant. Voilà, donc c'est un programme très intéressant qui a failli ne pas être renouvelé cette année par manque de service civique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un dispositif qui permet de sensibiliser à La Réunion plus de 5000 enfants. Et donc, sur la question des droits, c'est particulièrement important. Ça, c'est sur La Réunion. Et évidemment, quand on passe sur Mayotte, on a une configuration complètement différente. Donc, à Mayotte, il y a 5 délégués qui interviennent, donc, principalement dans les permanences Maison France Service, réseau Maison France Service et les associations. Donc, sur Petite Terre, l'Abattoir, Grand Mamoudzou, sur Combani dans le centre de Mayotte et Chirongui dans le sud, et également en détention. Voilà, donc on est saisi principalement sur des questions d'accès au titre de séjour et de scolarisation. Voilà, donc, et c'est important de dire, c'est aussi de parler de la zone grise ou zone d'ombre dont je vais parler après, qui concerne les discriminations, parce qu'on va dire 95%, 98%, enfin, parler de chiffres, concerne vraiment l'accès au service public. Alors, c'est la question de l'accès au titre de séjour ou du renouvellement des titres de séjour. Et là, effectivement, ce que constatent les délégués sur place, c'est vraiment une atteinte au droit qui est massive, qui est structurelle, qui est durable, et c'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir de la difficulté à avoir un peu le bout de ces difficultés parce qu'elles se cumulent. Voilà. Donc, c'est vrai que pour une personne qui n'a pas accès à un titre de séjour, un renouvellement de titre de séjour, eh bien, ça va avoir un impact direct, par exemple, sur sa formation, sur son emploi. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des difficultés à Mayotte qui se cumulent dans le cadre de l'accès au droit, sachant qu'un droit qui est touché, bah, c'est l'autre aussi qui est impacté. Sur la question de
de la scolarisation, comme Madame la défenseure l'a dit, donc on est confronté évidemment très souvent à des questions de refus de scolarisation, certaines mairies demandant des documents complémentaires et, on va dire, pas prévus dans la loi. Hein, quand on demande, par exemple, à une famille de venir avec l'hébergeur, pas plus d'un enfant sur la facture d'eau ou enfin, toutes sortes de documents, on va dire, illégaux et abusifs. C'est vrai que c'est des situations qui font l'objet de décisions du défenseur des droits, mais aussi d'interventions en médiation de la part des délégués. Donc, c'est vraiment leur quotidien. Et, visiblement, c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait 12 000, plus de 12 000 enfants qui ne soient pas scolarisés à Mayotte. Et quand on parle de manque de classes, pareil, hein, il semblerait qu'il y ait un manque d'environ 800 classes à ce jour. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les réclamations, mais il y a aussi, comme je disais, des chiffres ou une zone grise pour nous, délégués défenseurs à Mayotte. Une zone d'ombre, c'est la question des discriminations. On est très peu saisi sur la question des discriminations, notamment en emploi. Donc, on n'a pas forcément d'éléments sur la question des discriminations liées au handicap, à l'état de santé, à la situation de famille en emploi, ni dans le public, ni dans le privé. Et ça, c'est vrai que c'est quand même, alors qu'on sait qu'il y a des informations qui nous remontent, nous exprimant clairement des situations de discrimination, de harcèlement sexuel en emploi. Ce qui est lié aussi, mais qui est une zone d'ombre encore, c'est la question du handicap à Mayotte, que ce soit l'accompagnement, l'aide des enfants porteurs de handicap dans l'éducation, c'est vrai, ou même en emploi, savoir ce qui est fait en emploi en termes d'aménagement ou de recrutement des personnes porteuses de handicap, c'est vrai que c'est quelque chose pour laquelle on n'a pas forcément d'éléments et voilà, c'est vrai que ce serait bien qu'on soit plus saisi sur ces questions-là, parce qu'on sait que ce sont des choses qui existent. On est aussi, et peut-être pour finir un peu, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup saisi sur des situations de personnes qui subissent des ruptures dans leurs droits au niveau des titres de séjour et qui ne peuvent plus accéder soit à la formation professionnelle, parce que les entreprises ou les organismes de formation vont exiger à ce que le titre de séjour couvre cette période, ou alors vont subordonner l'accès à un emploi ou l'accès à l'université à la réalité de ce titre. Donc, ces personnes vont être bloquées dans leur parcours depuis l'école jusqu'à l'accès à la formation professionnelle ou à la formation universitaire, par exemple. Voilà ce que je pouvais ajouter comme élément sur l'activité du défenseur des droits, des délégués notamment, et de moi-même à La Réunion et à Mayotte. Merci à vous. Je vous remercie, madame et monsieur, pour ces propos de qualité. Et je vais laisser maintenant la parole à madame la rapporteure qui, je pense, a énormément de questions à vous poser. Merci madame la présidente. Chers collègues, merci madame la défenseure des droits, monsieur le délégué la défenseure des droits, monsieur Lefebvre à distance. Merci pour les propos que vous avez eus ce matin. La clarté de votre exposé sur les différentes missions que vous assurez sur l'ensemble du territoire et les chiffres détaillés que vous avez pu nous apporter aussi concernant les territoires ultramarins. Vous l'avez mentionné dans vos propos, on les appelle les Outre-mer, mais ils sont bien différents les uns des autres. Et c'est aussi l'enjeu de nos travaux d'insister sur la diversité de ces territoires et de parler plus précisément des inégalités qu'on peut y constater, que nous qualifions dans notre commission d'enquête comme des inégalités systémiques au regard de leur caractère multidimensionnel et de leur forte prégnance et du fait qu'elles se reproduisent dans une société
assez éloigné de ce qu'on peut constater en Hexagone, avec des mécaniques particulières. Vous l'avez dit, Madame la défenseure des droits, cette situation ne peut plus être acceptable. Vous avez également mentionné la complexité du langage administratif. Vous avez pointé le fait que la dématérialisation qu'on constate dans l'accès aux services publics ne pouvait pas être la seule porte d'entrée dans ces services publics. Je pense que c'est un point sur lequel nous allons vraiment nous accorder ce matin. Et vous avez aussi souligné le fait que le coût important de l'accès à la dématérialisation, le coût Internet, cette offre sociale qui existe par ailleurs dans notre pays, mais qui exclut les territoires ultramarins. Ma question, elle va porter là-dessus. Quelles mesures vous pensez pouvoir mettre en place? Est-ce que vous avez déjà fait des recommandations à l'État sur ce sujet particulier? Parce qu'il est central dans l'accès aux droits. Et j'en viens à un deuxième sujet qui est celui de la langue. Quand elle n'est pas reconnue, elle est aussi un obstacle colossal dans l'accès aux droits pour des territoires où nous savons que les langues régionales sont vivantes et vivaces. Elles sont très parlées et c'est un des points forts de la France à ce sujet, puisque nos langues régionales vivent et perdurent. Mais pour le coup, elles deviennent un frein dans l'accès aux droits pour les citoyens français en Outre-mer. Quelles mesures spécifiques pourraient permettre de réduire ces inégalités à cet égard? Et vous avez aussi pointé dans les dysfonctionnements des services publics fondamentaux de l'éducation et de la justice, le fait que les personnels ne sont pas suffisamment longtemps maintenus sur leur poste. Mais quelque part, ça peut se comprendre dans l'exposé que vous avez fait sur le contexte dans lequel ils doivent exercer, c'est-à-dire une difficulté majeure à accéder à l'eau, et vous l'avez brièvement évoqué, mais également les problématiques autour de la vie chère font que c'est particulièrement compliqué d'assurer une constance, en tout cas un maintien plus long des fonctionnaires sur le terrain. Quelles seraient vos préconisations, en tout cas des pistes que vous pourriez nous proposer? Et mon dernier sujet est celui de la jeunesse, qui est une thématique centrale aussi dans nos travaux. La note récente de France Stratégie, qui s'appelle « Naître en Outre-mer », a pointé la pénalité Outre-mer. Vous avez parlé de l'éducation, de la santé. Moi, j'aimerais bien avoir votre regard sur les aides à la mobilité. Est-ce que vous êtes saisi dans l'accès à ces aides? Parce qu'on sait que là aussi, on est face à un millefeuille entre les aides de l'ADOM et les aides que les collectivités locales essayent de maintenir, en tout cas de développer pour accompagner la jeunesse. Comment les citoyens, comment les jeunes s'en saisissent, comment les familles y accèdent. Et une fois cette mobilité réalisée, est-ce que vous constatez, est-ce que vous êtes saisi en tant que défenseur des droits sur des discriminations d'accès au logement pour des étudiants ultramarins quand ils doivent poursuivre des études, faire leur cursus en hexagone? Et quelles sont les mesures, quel est votre regard sur cet aspect-là, puisque là, finalement, on dépasse le cadre des inégalités systémiques en Outre-mer, on est sur des discriminations qui se produisent à l'encontre des citoyens ultramarins en France. Voilà, je m'arrêterai là. Je pense que mes collègues auront aussi d'autres questions à vous poser. Merci d'avance pour vos réponses. Merci pour toutes vos questions. Je rebondis sur le début de ce que vous avez dit sur la question de la diversité territoriale. Effectivement, en étant présent sur tous ces territoires, on voit quand même des différences. Enfin, on ne peut pas mettre tous les Outre-mer exactement confrontés aux mêmes difficultés. Et je dirais, si je fais un peu schématiquement, la Réunion, elle est confrontée à des difficultés assez semblables à celles de l'Hexagone en termes de difficultés d'accès aux droits. On voit une dégradation quand on arrive aux Antilles, une dégradation encore plus grande en Guyane. Et alors,
de façon absolument massive à Mayotte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés. Enfin, nous, on voit des difficultés d'accès au droit sur tout le territoire français de façon assez massive, et on l'a dit, entre autres liées à la dématérialisation. Je pense que cette question du tarif social d'Internet est absolument... Enfin, moi, j'ai quand même énormément de mal à comprendre comment on le fait dans l'Hexagone et comment c'est pas fait dans les territoires outre-mer. Je dois dire que j'ai quand même énormément de mal à comprendre. Et donc, oui, dans notre rapport sur l'accès aux services publics aux Antilles, on a fait des recommandations, demander la désignation d'un opérateur chargé de fournir le service universel des communications électroniques dans les territoires d'outre-mer, et inviter aussi l'opérateur le plus implanté aux Antilles à étendre au territoire ultramarin la tarification sociale qu'il propose aux usagers métropolitains. Donc il y a déjà des opérateurs qui sont présents dans les Outre-mer, qui le font dans l'Hexagone, et donc qui pourraient parfaitement le faire aussi en Outre-mer. Et je pense que ça, c'est une des urgences si on veut un véritable accès. Mais je redis, et vous l'avez redit aussi, voilà, la dématérialisation ne peut pas être le seul point d'accès aux services publics. Et ce qui est très frappant dans l'enquête que je vous ai citée, c'est que les populations où il y a eu le plus d'augmentation entre 2016 et 2025 dans les difficultés d'accès des usagers aux démarches administratives, c'est en fait les cadres et les étudiants. Donc, ce n'est pas eux en pourcentage chez qui c'est le plus important, mais c'est l'augmentation la plus importante. Mais en fait, parce que n'importe qui d'entre nous peut être confronté à un bug, à une difficulté, besoin de joindre quelqu'un au téléphone qui a accès à votre dossier, et le point, la difficulté, elle est à ce moment-là. La question de la langue et du langage... Alors, c'est à la fois du langage administratif qui est parfois compliqué, et donc on est tous... Enfin, je veux dire, quand on clarifie son langage, c'est bénéfique pour tout le monde. La question du FALC et de l'accessibilité aux personnes handicapées sert aussi à l'ensemble de la population, et évidemment dans des difficultés de langue. Je pense qu'il faut mieux former les enseignants sur les questions de langue. Il faut avoir des approches plurilinguistes dès que c'est possible, et des traducteurs. La présence de traducteurs est vraiment particulièrement importante. Sur la question de l'attractivité, alors évidemment l'attractivité à Mayotte, elle est compliquée, parce que les conditions de vie sont particulièrement compliquées. Vous n'avez pas exactement le même problème d'attractivité aux Antilles. Et donc, la question de la durée d'affectation dans un contexte où il y a moins de problèmes d'attractivité pourrait ne pas se poser exactement de la même manière, et en tout cas prévoir des formations. En fait, on ne devrait pas pouvoir, entre guillemets, aboutir dans un territoire d'outre-mer sur lequel on ne connaît rien sans avoir un minimum de formation sur l'histoire et les spécificités de chacun des territoires. Sur la question de la jeunesse, alors nous sommes toujours très frappés dans l'institution de ce qu'on est assez peu saisi par des jeunes, en tout cas pas suffisamment. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en train d'augmenter. Et manifestement, les jeunes utilisant l'IA, ChatGPT et autres, ça facilite de fait la saisine parce que ça leur donne un peu des modèles. Et donc, on voit parfaitement quand ils sont passés par ChatGPT, on n'a pas tellement de doutes. On cherche, on fait beaucoup d'actions, et nos jeunes JAD dont a parlé Didier sont aussi un des intermédiaires pour ça. On cherche vraiment à ce que les jeunes pensent plus souvent à nos saisir, mais ils sont massivement dans du non-recours. Sur la question de l'accès au logement, oui, nous observons un certain nombre de difficultés. Nous rendons mercredi un rapport jeunesse et origine sur justement, alors ensemble du territoire, sur les difficultés auxquels sont confrontés des jeunes perçus comme d'origine étrangère, qu'ils le soient ou pas, parce que et évidemment il y a toutes les outre-mer dans ce cadre-là, qu'ils soient nés en outre-mer ou issus de familles nées en outre-mer. Et cette difficulté du logement, oui, on la voit parfaitement, et on fait un certain nombre de recommandations. On pourra du coup vous le transmettre dans ce rapport, parce que ils sont victimes, on ne voit pas forcément beaucoup de réclamations, mais ils sont victimes de discrimination dans toutes les enquêtes qui sont menées, et entre autres l'enquête accès au droit dont je vous ai parlé sur les usagers de services publics, on l'a aussi développée sur la partie discrimination, et on en sort quelques extraits justement dans ce rapport. Et la question de l'accès au logement est absolument centrale pour les jeunes d'outre-mer qui arrivent faire leurs études dans l'Hexagone. Donc c'est un point absolument essentiel. Un dernier point sur lequel je voudrais rebondir, qu'a évoqué Didier, c'est sur la question des titres de séjour. Ce problème,
c'est l'ensemble de l'Hexagone pour nous. C'est devenu près de 40% de nos réclamations. Dedans, c'est majoritairement les 3/4 des renouvellements de titres de séjour. Même dans l'Hexagone, c'est des gens parfaitement intégrés, qui ne posent aucun problème, qui ont un emploi, qui sont mis en situation irrégulière par l'administration. Et quand je dis ça, je n'ai aucune critique ni contre les préfets, ni contre les agents en préfecture. En fait, il en faut pour renouveler les titres. Et nous essayons, c'est devenu des réclamations où, vous savez, la question des API, des attestations provisoires d'instruction, qui en fait vous laissent en situation régulière. Mais ces API ne sont que de 3 mois. Donc les préfectures sont obligées de les renouveler tous les 3 mois, et ça n'a pas de sens. On pourrait les passer à 6 mois. Nous, c'est une de nos recommandations. On désengorgerait les préfectures qui pourraient traiter le dossier sur le fond, et ça laisse toute liberté, de toutes les manières, au préfet de renouveler ou de ne pas renouveler. Mais sachez que nous, dans nos réclamations, en fait, les gens l'obtiennent, le renouvellement, mais ils passent par une phase où ils sont en situation irrégulière. Et évidemment, cette situation-là est encore plus accentuée à Mayotte, mais on l'observe sur l'ensemble du territoire. Voilà, je pense que je vous ai dit les points essentiels par rapport à vos... Je vous remercie. Monsieur Lefebvre, je vous laisse la parole. Je ne sais pas s'il veut compléter ou pas forcément. Hein, si. Il y a des choses à rajouter. Non, je pense que... non, pas spécifique sur ces points-là. Merci à vous. Donc, nous allons passer aux questions. Il y a même Pétrus qui voulait vous poser une question. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs pour votre remarquable contribution à nos travaux. Ma question va s'adresser au défenseur de droit, Madame Redon. Lorsqu'un administré saisit le défenseur des droits sur un sujet parce qu'il s'estime lésé, quel est le taux de réussite que vous arrivez à obtenir et dans quel délai? Cette question, elle est essentielle, elle revient souvent. En fait, sur le taux de réussite, on peut vous répondre parce qu'on a des chiffres globaux qui ont vraiment du sens. Quand on vous dit qu'on part dans 80% des cas en médiation, la médiation, elle aboutit dans le 3/4 des cas. Donc, on peut dire que dans le 3/4 des cas, on arrive à résoudre le problème. Et Didier Lefebvre l'a dit, ce sont nos liens avec les différentes administrations et le réseau qu'on a créé qui fait que les délégués peuvent très rapidement interpeller quelqu'un côté assurance maladie, aide sociale, question travail, et résoudre le problème le plus rapidement possible. Quand les gens nous saisissent pour que la saisine soit recevable, il faut déjà qu'ils aient fait, un recours au sein, par exemple, de l'assurance maladie, et pour essayer de résoudre le problème, s'il y a eu un blocage, et ils reviennent vers nous. Donc, on obtient d'assez bons résultats par la médiation. Après, les délais, on a énormément de mal à répondre à cette question, parce qu'en fait, le délai moyen entre des décisions qui portent observation devant les tribunaux, où on dépend des tribunaux, où la résolution peut prendre plusieurs années, et la médiation, où ça peut être réglé, je dirais, même en 24 heures. Donc, le délai moyen est très difficile, mais ce qui est sûr, c'est que par la médiation, les délais sont globalement assez rapides si l'administration nous répond. Le taux que je vous ai donné, il est lié à la réponse de l'administration. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand l'administration décide de nous répondre et vraiment de rentrer en contact, donc elle est d'accord pour une médiation, là, la médiation, elle aboutit 9 fois sur 10. Donc, à partir du moment où en face, il y a une volonté de résoudre le problème, que le cas n'est pas trop compliqué. Voilà. Là, dans ces cas-là, on peut aboutir à des résultats assez vite. Et puis alors, on est aussi alerté sur le fait que de temps en temps, le simple fait de dire « j'ai saisi le défenseur des droits » règle la question avant même qu'on ait eu le temps d'intervenir. Et ça, on est évidemment très satisfait de ce genre de résultats. Ce qui est important aussi dans le grand public, et que moi, parfois j'oublie de dire, mais je pense qu'il faut le dire, c'est qu'on règle évidemment gratuitement toutes les réclamations, et on est accessible, nous on s'est rendu accessible par tous les moyens. On a évidemment le formulaire sur notre site internet, on a nos délégués qui peuvent être joignables au téléphone ou par mail pour prendre rendez-vous et les voir physiquement, on a toutes nos plateformes téléphoniques qui permettent aussi de nous saisir, et le courrier simple, même pas besoin d'être timbré, qui peut être envoyé place de Fontenoy. Donc on s'est vraiment mis multi-accès. En fait, ce qu'on recommande aux administrations, nous essayons de nous l'appliquer. On a fait d'ailleurs à ce propos un énorme travail de clarification de notre langage, parce qu'on pouvait aussi, nous, de temps en temps, renvoyer à des réclamants des courriers qui pouvaient être un peu compliqués dans les pièces supplémentaires à demander. On a beaucoup simplifié. Je trouve qu'on s'est beaucoup
améliorée et rendue plus accessible. Et les lieux de permanence de nos délégués aussi sont des moyens d'accessibilité importants. On essaye de les répartir bien sur l'ensemble du territoire, sur des lieux différents. Didier l'a dit, c'est à la fois des espaces France Service, mais aussi des maisons de la justice et du droit. Ça peut être des CCAS, ça peut être des missions locales. Voilà, on essaye de diversifier les points d'entrée dans l'institution. Merci beaucoup pour votre exposé, madame, qui est extrêmement précis. Moi, je voudrais faire juste un parallèle rapide entre les difficultés du respect des droits et du respect des lois. Pour le respect des droits, depuis 2011, le rôle de votre institution est important, tout à fait reconnu et apprécié pour le respect des droits. Mais une question que je me pose, et j'ai été confronté comme président du département et comme maire, est-ce que pour une part, ce service de défenseur des droits ne joue-t-il pas à son corps défendant un rôle d'alibi pour l'État pour se défausser de certaines insuffisances de son action, notamment dans les Outre-mer? Difficulté du respect des lois. Effectivement, là, c'est la scolarisation que vous avez évoquée longuement et qui est pour moi, et qui, on l'a déjà vu dans d'autres auditions, est peut-être la première inégalité la plus fondamentale pour la jeunesse et peut-être pour l'avenir. Quand on écoute toutes les auditions, dont la vôtre, madame, monsieur, on se dit, mais où est en Outre-mer la promesse républicaine de l'école de Jules Ferry pour des citoyens français depuis plus de 2 siècles, qui incombe d'abord prioritairement à l'État. Et ceci fait écho avec un élément d'actualité de la semaine dernière, d'une longue interview dans le Figaro de madame Yael Braun-Pivet, qui disait qu'il n'existe aucun moyen juridique de contraindre le gouvernement à appliquer une loi. Et que 31% des mesures législatives adoptées définitivement depuis 2024 n'ont pas été appliquées par le gouvernement. Et elle ajoutait, pour nous ça nous chatouille, les propositions de loi d'initiative parlementaire sont moins bien traitées que les projets de loi d'initiative gouvernementale. Et elle proposait d'ailleurs que le Parlement puisse avoir la capacité de saisir le Conseil d'État en cas de carence du gouvernement sur la prise des actes d'exécution des lois votées. Est-ce que ceci ne pourrait pas aussi valoir par ricochet pour le respect des droits, notamment en Outre-mer, car nous nous sentons finalement bien démunis? Merci. Merci beaucoup pour votre question. La question du respect des droits, c'est la question du respect des lois. Parce qu'en fait, nous, on s'appuie, quand on dit ce que dit le droit, on s'appuie évidemment sur les textes législatifs. J'ai vu effectivement cette question des difficultés des décrets d'application qui ne sont pas toujours sortis quand les lois ont été votées. Et nous, ça peut nous arriver aussi d'alerter le gouvernement là-dessus en disant mais là, il manque des décrets d'application sur des difficultés qu'on a pu observer. J'ai bien aimé le démarrage de votre question. C'est oui, on pourrait presque se dire de temps en temps que l'État se donne bonne conscience avec une institution comme la nôtre, chargée de réparer je dirais les difficultés auxquelles sont confrontés les usagers. Moi, j'interpelle beaucoup le gouvernement et le Parlement sur ce qu'il faudrait modifier structurellement pour que les réclamations ne nous arrivent pas. Parce que je viens de vous donner comme exemple sur les titres de séjour, vous voyez bien qu'il y a une solution quand même assez basique qui désengorgerait les préfectures et qui permettrait d'aboutir à un certain nombre de solutions. Vous voyez bien ce qu'on vient de dire de façon très concrète sur la question du tarif Internet dans les Outre-mer et le tarif social. Enfin, tout ça, c'est des décisions qui pourraient quand même faciliter très largement, de fait, après l'accès de façon assez générale aux services publics. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, j'ai tout à fait conscience des difficultés financières et de la question des moyens financiers, mais ce n'est pas le seul problème. Voilà. Il y a un certain nombre de décisions qui pourraient être prises et la question de la jeunesse, pour moi, elle est absolument centrale. La question de la formation de la jeunesse et de la formation sur place, dans les territoires ultramarins, la question de l'accès au stage, de l'accès à l'emploi, toutes ces questions-là fait évidemment qu'un certain nombre de jeunes partent dans l'Hexagone, souvent ne reviennent pas à cause de difficultés aussi d'emploi. Et plus on multipliera les formations sur place, plus ce sera facile pour les personnes et pour les jeunes, parce que plein de jeunes n'ont pas du tout en fait envie de partir et auraient plutôt envie de rester. On pense aussi qu'il faut multiplier la question des internats, parce que toutes ces îles en fait sont grandes et la question de la difficulté de déplacement est absolument centrale. Juste pour revenir un tout petit mot sur la question de la justice,
les brigades de greffiers à Mayotte, elles sont de 3 mois. Elles pourraient être augmentées à 6 mois et même un peu plus pour justement permettre de mieux travailler. Pour l'instant, il y a des systèmes de brigades, magistrats et greffiers. Je pense qu'il faut les pérenniser et elles se poursuivent d'ailleurs pour l'instant, le temps qu'elles soient réellement présentes. Sur la question du nombre de postes, par exemple, à Mayotte, 16 sur 18 des postes de magistrats sont pourvus, mais ça ne vous dit pas non plus les absences et les arrêts maladie, puisque les personnes sont mises en véritable tension. Et donc, il y a de nombreux arrêts maladie. Et donc, est-ce que les 16 postes sont effectivement remplis? Et puis, la présidente du tribunal, elle dit qu'il en faudrait plutôt 20, d'ailleurs, que 16 ou 18. Et peut-être, parce que pour Mayotte, il y a de réelles difficultés à recruter. La question, évidemment, d'incitation financière plus importante pour pouvoir avoir des personnes qui viennent sur place. Le coût de la vie sur place, et vous le savez toutes et tous, est quand même excessivement élevé. Je voudrais aussi, est-ce que vous permettez, vous rajouter un mot sur les saisines que nous avions eues au moment de la crise de l'eau à Mayotte? Parce que c'est quelque chose d'assez intéressant sur lequel on a quand même pu avancer. On a été saisi par un collectif et à peu près 25 réclamations sur la gestion de la crise de l'eau. Alors, on n'a pas du tout de doute sur les difficultés auxquelles a été confronté, entre autres, le préfet, sur ces pénuries d'eau, les tours d'eau. Ce qui a été beaucoup demandé par les habitants et qu'on a relayé dans notre décision au préfet, sur lequel il a essayé d'améliorer les choses, c'est la question de l'information. Et en fait, ce dont se plaignent, les personnes comprennent parfaitement la question des tours de l'eau et des heures où il y a de l'eau. Mais quand on n'est pas informé d'à quel moment l'eau est rétablie, parce que ce n'est pas à quel moment l'eau est coupée, c'est plutôt à quel moment l'eau est rétablie, et ben on n'est pas forcément là au bon moment, on ne peut pas remplir les réserves d'eau. Et donc la demande de la population, et c'est beaucoup ça qu'on a relayé dans notre décision, c'était une meilleure information, une meilleure consultation aussi des collectifs sur qu'est-ce qui est le plus adapté. Il y a eu nettement, on n'a pas de doute, des améliorations dans la communication entre la préfecture et les collectifs et les habitants. Je ne dis pas que ce soit forcément encore parfait, mais sur mieux informer les moments où l'eau est rétablie et accessible. Merci. Monsieur Lefebvre, vous voulez rajouter un point? Non? D'accord. Donc, je vais passer pour une dernière question à Monsieur Grosvalet. Et puis peut-être que Madame la rapporteure aura peut-être encore une question, je ne sais pas. Oui. Monsieur Grosvalet, vous avez la parole. Merci. Alors, l'inventaire que vous nous livrez est plus qu'alarmant. Nous avons eu, au cours de la semaine dernière, des exposés statistiques. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Ils sont parfois un peu froids, mais lorsqu'on s'attaque, comme vous l'avez fait, à la description de ce qui représente, au fond, les piliers de notre promesse républicaine sur l'égalité et la liberté, votre exposé s'apparente quasiment à un livre noir. Et l'ampleur de ce que vous nous livrez là, évidemment, interroge les parlementaires que nous sommes. Et bien sûr qu'on se penche sur les causes. Et moi, je voudrais quand même que l'on puisse dissocier ce qui relève des moyens. Et là encore, même dans votre exposé, à quoi les compare-t-on quand on parle des moyens de la justice? Est-ce qu'on les compare à ce qui est aux moyens dans l'Hexagone? Et encore, dans l'Hexagone, ils sont inégalitaires également, et il manque aussi. Qu'est-ce qui relève de l'héritage de la part de la culture de notre administration, l'héritage colonial? Moi, ça m'intéresse que vous puissiez apporter un regard sur cet héritage qui aurait pu se transmettre. Je prends des précautions dans les mots. Et qu'est-ce qui relèverait d'une volonté politique ou de consignes particulières non écrites? J'en connais dans notre République, où il m'est arrivé de constater qu'une jeune femme demandant la nationalité française, on lui posait la question dans l'entretien de savoir ce qu'elle pensait de l'avortement. Donc il y a des pratiques dans notre administration non écrites et qui peuvent créer des discriminations. Et moi, je souhaiterais véritablement qu'on puisse distinguer. Et puis, une question qui s'adresse directement à vous. Dans l'ensemble de vos prérogatives, en tant qu'autorité administrative indépendante,
au-delà, évidemment, de ce que nous avons constaté sur la médiation, et c'est un rôle extrêmement important, mais en tant que porte-voix aussi, comment envisagez votre rôle, à la fois sur l'aspect judiciaire, ça a été évoqué par mon collègue, sur l'aspect proposition au Parlement, notamment de propositions de loi ou au gouvernement, comment cela se traduit-il, et comment, sur une question aussi peu audible dans l'Hexagone, vous pouvez être celle qui porte la voix de ceux que l'on n'entend pas. Merci beaucoup pour vos questions. D'abord, le premier point, c'est que l'institution du défenseur des droits, elle voit que ce qui ne va pas. Non, mais de fait, et on ne voit pas tout ce qui ne va pas. Ça, c'est aussi l'autre point important. Et c'est pour ça que quand on voit des difficultés pointées, on fait mener des recherches. Parce que c'est pour nous important, et je pense évidemment à la jeunesse, où pour nous, c'est important de voir quelles sont les difficultés, même si on n'est pas forcément saisi. Mais j'insiste sur ce point, effectivement, sur le fait qu'on ne voit que ce qui ne voit pas, mais c'est l'institution qui est faite comme ça par les réclamations. Mais ça n'empêche que je suis comme vous, je trouve que c'est particulièrement noir sur la question des Outre-mer, et je suis particulièrement inquiète d'une forme de différence de traitement. Très honnêtement, je n'y vois pas une volonté politique, mais par contre, je ne vois pas de volonté politique de combler cette différence, qui n'est pas tout à fait la même chose que de volontairement, je dirais, ne pas donner suffisamment de moyens à certains territoires, de celles où on ne met pas suffisamment de moyens. Et je pense par exemple à la question de l'éducation, elle est absolument centrale. Si on veut avancer, et tout ça, ça veut dire quoi? Ça demande une génération, hein, ça demande 20 ans, hein, si on veut avancer sur ces questions-là. Moi, j'ai du mal à vous répondre sur la question de l'héritage colonial. Je trouve cette question toujours très difficile. Ce que je vois, en tout cas, c'est parfois un manque de considération, un manque d'écoute. Mais ça, je pourrais le dire dans tous les domaines. En fait, on prend des décisions sans consulter les personnes concernées. Et ça, c'est évidemment excessivement délétère, parce que qui de mieux quand même que les personnes sur place, et entre autres les élus, mais pas que les élus, le monde associatif et des élus de terrain. Et au Sénat, je parle à des gens qui sont issus complètement du terrain, et je le sais bien. Et ce point-là est important, et c'est important de les entendre. Après, l'institution, elle a été créée vraiment en complément de la justice. Nous n'avons pas de pouvoir de contrainte, nous ne le demandons pas, on n'est pas la justice, chacun dans son rôle, et on est complémentaires. Par contre, je vous avoue que de temps en temps, je trouve que ce serait bien qu'on nous écoute un peu plus, parce qu'on est un très bon observatoire de ce qui ne va pas. On est un bon observatoire des tensions de la société en ce moment. Et monter les populations les unes contre les autres dans une situation et accuser de tous les maux l'étranger, le précaire, ça se retourne contre tout le monde. Ce qu'on observe dans ce que je vous ai parlé de difficultés d'accès aux services publics, c'est un fait très général. C'est pas du tout que des populations précaires étrangères, c'est bien plus large que ça. Et c'est ce qui crée de la défiance et de la tension dans notre société. Moi, je dis beaucoup qu'en rétablissant les personnes dans leurs droits, on crée de la cohésion sociale et on apaise le débat. Je suis quand même, sachez, très souvent entendue par le Parlement, que ce soit Sénat ou Assemblée nationale. C'est très fréquent et je salue la qualité de nos échanges. À chaque fois, une écoute, une reconnaissance de ce que observe l'institution. Donc, je vous en remercie beaucoup. Et le gouvernement aussi, je vois très régulièrement les ministres pour leur relayer nos recommandations. Mais je suis d'accord avec vous qu'on pourrait être un peu plus suivi que ce que l'on est. On obtient beaucoup de résultats dans nos réclamations par la médiation et tout ça. Dans nos demandes de réforme et d'amélioration de l'application du droit, je trouve qu'on pourrait être plus souvent suivi. Ça contribuerait à apaiser les débats. Et puis, il y a une vraie question, moi, je trouve, sur la continuité territoriale, qui quand même, là, sur la question Outre-mer, elle a vraiment du mal à s'appliquer. C'est quand même un des fondements de notre République, un des fondements des engagements. Et la réalité, on voit bien que dans des zones rurales, elle a déjà du mal, cette continuité territoriale. Et puis alors là, on est dans des situations encore plus dégradées sur les Outre-mer, sans aucun doute liées à l'éloignement, mais qui doit être compensé, justement. Voilà. Je vous remercie. S'il n'y a plus de questions, la rapporteure a une question supplémentaire. Après, on va conclure parce que nous avons déjà dépassé les délais. Merci Madame la Présidente. Oui, une dernière et rapide question sur l'accès à la santé. J'imagine que vous êtes saisie aussi sur ces sujets. Moi, je voulais quand même pointer quelques spécificités qui nous remontent
au fil des auditions que nous avons pu avoir au sein de cette commission d'enquête. Effectivement, on a affaire en Outre-mer à des habitations qui sont parfois enclavées, parfois très éloignées. Il y a effectivement la question du logement qui se pose avec beaucoup d'acuité dans nos territoires. Vous l'avez soulevé, la question de l'eau non potable, qui a forcément une incidence sur la santé des usagers. Moi, je tiens aussi à relever le problème des sargasses. Est-ce que vous êtes saisi à ce sujet-là pour des questions de santé publique? La question du chlordécone, qui a déjà une histoire un peu plus ancienne, mais qui est quand même très, très actuelle par rapport aux conséquences qu'on note en matière de santé. Et le sujet du mercure, dont on ne parle pas suffisamment en Guyane, où on a des populations qui sont laissées exposées à ce poison. Est-ce que vous êtes saisi sur ces sujets-là? Parce qu'il y a derrière tout ça une question, évidemment, d'accès aux droits, mais il y a aussi, quand je parlais des habitations enclavées, l'accès au secours et le droit à la sécurité des populations qui se pose aussi peut-être de façon... Alors là, j'ai balayé un peu les différents territoires, mais sur l'accès au secours et les droits à la sécurité, on touche un peu finalement tout le monde, y compris un territoire comme La Réunion, avec, on va dire, qui a pris un peu d'avance par rapport à d'autres territoires, mais avec des sujets aussi très, très forts. Merci. Je vais répondre aux questions, mais toujours, j'ai de temps en temps l'esprit d'escalier et je repense à certains points. Tout n'est pas de la responsabilité quand même de l'État. La question de la présence des avocats à Mayotte et sur le taux, il y a un avocat à Mayotte pour 12 000 habitants. Dans l'Hexagone, c'est 1 pour 900. Et donc là, vous voyez bien, c'est pas que le gouvernement, c'est aussi la question de la présence des avocats sur place. C'était juste pour rebondir sur quelques chiffres. Et l'autre chose que je ne vous ai pas évoquée avant d'arriver à la santé, je vais y arriver, c'est la question retraite aux Antilles, où on est quand même très impressionné. On le voit déjà dans l'Hexagone. Hein. On a des réclamants qui mettent 6 mois, 1 an, 18 mois à toucher leur retraite. C'est-à-dire ils sont à la retraite, ils ont 0 pension. Et ça est encore plus aggravé aux Antilles et particulièrement à la Martinique. Donc je voulais vous alerter là-dessus et de personnes qui n'obtiennent pas de réponse de l'administration. C'est une des difficultés qu'on avait soulevées dans notre rapport. On continue à avoir des réclamations dans ce domaine. Pour arriver à la santé, oui, ce qu'on observe dans nos réclamations, c'est à la fois des problèmes d'assurance maladie et des problèmes d'accès aux soins. Et évidemment, exacerbés avec l'éloignement des populations. Dans la question, par exemple, je pense aux Antilles, mais pas que, de transferts dans l'Hexagone, des transferts tardifs, des retards du coup dans la prise en charge, et évidemment ça a un impact sur les chances de guérison. Sur ce dont vous nous alertez, sargasses, chlordécone, mercure, on a évidemment été alertés sans avoir forcément beaucoup de saisines excessivement concrètes, mais ça ne nous empêche pas de faire un certain nombre de recommandations. Et entre autres sur le chlordécone, je pense qu'il faut absolument renforcer la communication sur le dépistage de la présence de chlordécone dans le sang en associant les médecins prescripteurs, en adaptant l'information délivrée au public, entre autres dans le cas du plurilinguisme, vous parlez de la langue, il faut vraiment informer très largement sur cette possibilité, renforcer aussi l'information du public sur la procédure d'indemnisation des victimes de pesticides. Il y a vraiment une question là-dessus d'information et de meilleure information, et on est évidemment aussi alerté sur la question du mercure en Guyane, et sur les sargasses, on a une grosse inquiétude aussi sur la question de la scolarité, c'est qu'il y a des moments où du coup les écoles sont fermées. Et les évaluations qui ont été faites, c'était en gros aux Antilles 20% d'heures de cours en moins liés à tous les événements climatiques, de transport, de grève. On a fait mener, nous, une étude par la Cour des comptes sur le nombre d'heures de cours manquantes. Elle n'a pu faire ce travail que sur l'Hexagone, mais c'est juste déjà assez parlant. Et évidemment qu'il faudrait maintenant le mener aussi outre-mer, mais je vous dis juste les résultats sur l'Hexagone. Sur le collège 6e, 3e, c'est 9% d'heures de cours manquantes, mais surtout c'est 11% en QPV et 8% hors QPV. Donc évidemment une inégalité en plus territoriale. C'est la première fois que ce calcul était fait par rapport aux heures manquantes. On a beaucoup parlé des non-remplacements de professeurs. Mais moi, je voulais qu'on se place du côté de l'élève. Quel est son impact sur le manque d'heures de cours? Et les quelques enquêtes qui ont pu être menées aux Antilles parlaient plutôt de 20%. 20% sur le primaire, c'est une année scolaire en moins. Enfin, on fait le calcul assez rapide. Une année scolaire en moins, vous n'avez pas exactement le même résultat scolaire au bout du compte. Voilà.
S'il n'y a plus de questions, je tiens à vous remercier, Madame et Monsieur, pour ces propos qui nous ont largement éclairés. Je vous en remercie. Alors, si vous avez d'autres éléments à nous fournir avant la fin du mois d'avril, disons début juin, tout dernier délai, vous pourrez nous les faire parvenir par écrit. Je pense que vous avez déjà un rapport entier. Vous n'avez peut-être pas toutes nos décisions Mayotte qu'on va vous envoyer. Puis là, vous avez un dernier rapport qui va sortir apparemment jeudi, là, vous nous avez dit. Celui, bien sûr, celui qui sort sur jeunesse. Cette semaine. Bien, eh bien, nous vous remercions. Mes chers collègues, nous reprenons nos auditions à 13h. Merci Didier à distance. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Merci.